Et donc, quand on se promène et quand on analyse la société française, on voit que globalement, on a un certain niveau de confort et de bonheur privé, même si le malheur ou le pessimisme domine dès qu'on monte un petit peu en généralité et qu'on essaie de se projeter collectivement en tant que nation. Donc, alors le propos de ce livre, c'est d'essayer de donner au lecteur une grille de lecture actualisée sur la société française, puisque on a constaté que les logiciels en activité sur le marché, l'étude sociologique, étaient pour beaucoup quand même très restés ancrés sur la France des années 80. Or, la France a connu des mutations extrêmement profondes en l'espace de quelques décennies. Et donc c'est ce logiciel actualisé, cette nouvelle grille de lecture qu'on a voulu offrir aux lecteurs, les nouvelles activités économiques, le nouveau visage des classes sociales, le nouveau référentiel culturel et spirituel, une nouvelle aussi carte des territoires avec des paysages qui ont été profondément remodelés, toute cette France que les Français ont quotidiennement sous les yeux, mais dont ils n'ont pas forcément conscience qu'elle a aussi profondément changé en l'espace de quelques décennies. Et donc l'ambition de ce livre, c'est à la fois de faire cette grande fresque historique sur les 4 dernières décennies et d'offrir aussi un panorama assez large, assez varié, parfois inattendu et déconcertant de la société française contemporaine. Un exemple concret de ces transformations serait le fait que la société française et l'économie française sont de plus en plus orientées vers la consommation, et non plus la production et l'industrie. On le voit dans nos paysages concrètement, quand par exemple on croise des entrepôts logistiques en périphérie ou des norias de camions sur les autoroutes françaises pour acheminer les différentes marchandises vers les centres commerciaux, vers les supermarchés, mais aussi pour honorer toutes les commandes des sites de e-commerce qui connaissent un grand succès auprès des Français. Et donc là on voit comment un paysage, des territoires, une société se reconfigure en fait en fonction des secteurs économiques les plus dynamiques. Alors une autre illustration parmi d'autres de ce changement d'époque, le fait que nous ayons basculé dans ce qu'on a appelé la France d'après, eh bien, ça réside par exemple dans ce qui se passe dans le département du Loir-et-Cher. Aujourd'hui, le zooparc de Beauval, avec ses très fameux pandas, est plus fréquenté que le château de Chambord en termes de destination touristique. Et donc on mesure à cet exemple comment le référentiel a complètement été chamboulé, puisque aujourd'hui c'est un zoo qui est la principale locomotive touristique de ce département, alors même que pendant très longtemps, l'écrin, la vitrine, avait été constitué par les châteaux de la Loire, et le plus connu d'entre eux qui était Chambord. Autre illustration de ce basculement dans la société des loisirs, de la consommation et du divertissement. Nous consacrons des pages à ce qui se passe autour du phénomène de Disneyland Paris, qui est aujourd'hui la destination touristique la plus fréquentée d'Europe, et donc bien évidemment de France. Elle attire de très nombreux touristes, mais elle constitue quasiment un lieu de pèlerinage. Aujourd'hui, très consensuel, puisque d'après les données dont on dispose, c'est pas moins de 2/3 de la population française qui a déjà au moins mis les pieds une fois à Disney. Et si on se concentre uniquement sur les moins de 35 ans, c'est 75% de cette classe d'âge, toute région confondue, qui a déjà accompli le pèlerinage à Disney. Donc on voit bien que ce référentiel culturel, mais aussi ces moteurs économiques, ont profondément changé en l'espace de quelques décennies. Tout ça a une influence sur nos imaginaires, sur notre façon de nous représenter la société, mais également sur les paysages qu'on voit défiler sous nos yeux quand on prend le train ou quand on circule en voiture. La piscine, c'est un équipement qui était assez élitiste il y a quelques décennies et qui a tendance à se démocratiser.
Alors, il y a plusieurs types de piscines. Il y a les piscines enterrées traditionnelles, mais il y a aussi des piscines autour de 4, 5 000 ou 10 000 euros à monter soi-même. Et en fait, on s'est rendu compte, surtout dans l'après-Covid, que le foyer, le jardin étaient investis de plus en plus par les Français. Et la piscine est très symbolique en fait de ce basculement, parce qu'elle permet déjà d'avoir un bassin, un accès à l'eau privée, privatisée, dans lequel on choisit en fait ses invités, la famille, les amis, au détriment de l'espace public. Et on a constaté que cet individualisme, quelque part, de la piscine était quelque chose qui traversait les différentes catégories sociales. Voilà, c'est pas juste aujourd'hui un rêve bourgeois, c'est un rêve qui s'est démocratisé et qui, pense-t-on, en dit assez long sur les Français et leurs aspirations actuelles. La piscine est un élément parmi d'autres du package, du pack d'accès à la consommation et aux catégories moyennes, qui peut expliquer que ce seuil a eu tendance à s'élever. Ce qui fait que pour de nombreux ménages, se maintenir à flot devient compliqué. On s'en est rendu compte pendant la crise des Gilets jaunes, durant laquelle des ménages avaient de plus en plus de mal à se maintenir à flot, c'est-à-dire non pas à remplir le frigo, mais au-delà de ça, à accéder à un certain nombre de loisirs, de sorties, d'objets iconiques de la maison, de la cuisine, et que cette difficulté en fait, d'atteindre un seuil toujours plus élevé eh bien, a généré un certain nombre de frustrations. Alors la piscine dont on a parlé, elle fait partie de ce que nous avons appelé dans le livre l'idéal ou le modèle, le mode de vie Plaza majoritaire, en référence à Stéphane Plaza et ses émissions très très connues. Et donc on a aujourd'hui une société française qui vit de plus en plus dans une société du cocon, centrée autour de l'équipement de la maison, des loisirs domestiques. Et donc quand on se promène et quand on analyse la société française, on voit que globalement, on a un certain niveau de confort et de bonheur privé, même si le malheur ou le pessimisme domine dès qu'on monte un petit peu en généralité et qu'on essaie de se projeter collectivement en tant que nation. Donc il y a une espèce de dichotomie comme ça et un surinvestissement de la sphère privée autour de cette question des modes de vie. C'est ce qui peut expliquer notamment c'est un des éléments, la forte progression de l'abstention ces dernières années, avec des catégories massives de la population qui exercent quelque part de manière silencieuse et totalement pacifique une forme de droit de retrait et qui se replient sur, encore une fois, cet univers individuel, ce bonheur personnel. Autre illustration des changements en cours, la place très importante prise par ces questions de mode de vie, les déplacements, la consommation, l'urbanisme, tout cela est historiquement assez peu intégré et pris en charge par les vieux logiciels politiques qui avaient été développés par les partis dominants de la droite et de la gauche. Et donc ça aussi contribue à expliquer la montée de cette abstention, puisque ce dont parlent ces vieux partis institutionnels ne correspond plus à ce que vivent une grande partie de nos concitoyens. Donc c'était aussi un des objets ou une des ambitions de ce livre que de mettre à l'agenda, actualiser en quelque sorte cet nouvel état de la société française à la veille d'une élection présidentielle pour que les logiciels de compréhension et d'analyse de la société française s'en trouvent actualisés, notamment sur le plan politique. Et on voit par exemple, avec la montée du courant écologiste, comment ce parti, lui, a bien compris qu'il fallait intégrer dans son discours les aspects qui ont trait au mode de vie de nos concitoyens. En fait, l'influence du catholicisme sur la société française a beaucoup baissé jusqu'aux années 80. Et de nos jours, on est dans une France dans laquelle la religion et la spiritualité se pratiquent un peu à la carte. C'est-à-dire qu'on est libre évidemment de ne pas croire, de ne pas pratiquer, mais aussi d'aller vers d'autres religions. L'islam, évidemment, qu'on connaît bien cet aspect-là, mais on a insisté sur d'autres aspects plus méconnus. Par exemple, le courant évangélique,
qui s'est implanté en France ces dernières décennies. On le voit notamment dans les périphéries où des entrepôts, parfois des supermarchés ont été reconvertis en temples évangéliques. Par ailleurs, on insiste sur un renouveau de certaines formes de paganisme, comme le chamanisme, la sorcellerie, qui continuent à trouver un écho parmi les classes populaires, dans la ruralité, mais aussi parmi les catégories urbaines éduquées, qui peuvent parfois s'éloigner du logiciel rationaliste des Lumières, au profit de pensées ou de spiritualité alternative. Je pense que dans tous ces exemples, on perçoit une quête de sens, de spiritualité, de retrouver une transcendance en fait, dans une France qui, encore une fois, s'est déchristianisée et a aussi connu pendant plusieurs décennies la globalisation et ses conséquences, c'est-à-dire la possibilité d'aller piocher dans plusieurs référentiels, dans plusieurs aires géographiques, plusieurs traditions culturelles. On parle aussi du yoga, qui est une pratique sportive, mais aussi une pratique spirituelle. En tout cas, elle a une dimension psychologique et spirituelle, et elle séduit beaucoup en Occident et en France, parce qu'on peut y piocher un petit peu les meilleurs éléments en fait, de chaque tradition. Et aujourd'hui, on pense que ce sont des courants qui sont implantés dans la société française, profondément au même titre que les religions, je dirais, traditionnelles. Au total, ce qui se dessine dans ce livre, c'est le portrait, la physionomie d'une France un peu différente de celle qu'on voit souvent dépeinte à coups de clichés. Ça peut paraître un petit peu déconcertant, mais on constate quand on est à échelle, à hauteur d'homme, si je puis dire, quand on se déplace dans les territoires, qu'on a un niveau de développement et de bien-être et de confort qui est assez largement répandu dans la société française, qu'il s'agisse de l'équipement des foyers, qu'il s'agisse du taux d'équipement en véhicule, des loisirs, hein, quand on voit la place et les budgets consacrés au départ en vacances. Et donc on a une France, bien évidemment il y a des différences selon les catégories socio-professionnelles, et on ne minimise pas cette frange de la population française qui souffre, mais collectivement et globalement, la population française vit plutôt correctement et exprime une forme à tout compte fait de bonheur individuel et familial, ce qui est corroboré par les enquêtes d'opinion. Là où sans doute le bas blesse davantage, c'est quand il s'agit de monter en généralité, et le pessimisme, là du coup, revient au galop quand on réfléchit à notre avenir collectif en tant que nation. Le déclassement et le déclin, il s'exprime de manière plutôt collective sur un pays, la France, qui, de manière douloureuse, fait son deuil face au statut de grande puissance qu'elle a pu être, et qui n'est plus qu'aujourd'hui une puissance moyenne dans la mondialisation, mais encore une fois, au niveau individuel, même si des situations de déclassement existent, nous avons un niveau de confort et d'aisance matérielle qui est quand même assez spectaculaire, et tout ça est cohérent avec le fait que la consommation, les services et les loisirs sont devenus aujourd'hui l'alpha et l'oméga de notre société, et sans doute aussi les principaux moteurs économiques de la société française.